contexte de la courbe de Phillips. Et la première chose qu'on doit faire, c'est se rappeler au fond qu'on a déjà parlé des attentes dans le contexte des prix. C'est quand on a dérivé la courbe SRAS. Donc, d'accord, ici, je vous remets la courbe SRAS, la courbe d'offre à court terme. Et donc, si vous vous rappelez l'équation, à gauche, on avait le niveau des prix aujourd'hui. Et à droite, on avait deux termes. Le premier terme était le niveau des prix anticipés. Donc, rappelez-vous que le PTE ici apparaissait parce qu'on avait des entreprises à prix rigide dans l'économie. Et ces entreprises, au fond, devaient décider du niveau des prix qu'ils allaient mettre de l'avant pour, disons, la prochaine année. Et pour ce faire, ils devaient, au fond, décider qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il allait arriver avec les prix dans le futur. Donc, c'est exactement pour laquelle on avait des anticipations dans cette équation. Et le deuxième terme était le terme qui reliait, au fond, l'économie réelle avec le niveau des prix, qui disait, quand une économie, par exemple, est au-dessus de son potentiel, YT est plus grand que YPOT, on s'attend à ce moment-là que le niveau des prix augmente. D'accord? Maintenant, ce qu'on veut faire, l'objectif ici, c'est de réécrire cette équation-là en taux de changement. Pourquoi? Parce qu'on veut arriver à une courbe de Phillips. Et la courbe de Phillips, si vous vous rappelez, c'est pas le niveau des prix, mais c'est en termes du taux d'inflation. La première chose qu'on va faire, tout simplement, c'est de soustraire des deux côtés de l'équation le niveau des prix, mais de la période précédente, qu'on dénote par PT-1. D'accord? Donc, j'ai maintenant à gauche PT moins PT-1. Et à droite, j'ai PTE, le niveau des prix anticipés pour cette période, moins le niveau des prix de la période précédente. Pour aller de l'avant, il nous faut maintenant discuter de mentionner deux choses. La première, c'est que dans le contexte de cette équation de la courbe d'offre agrégée, on peut penser à P et Y comme représentant le niveau des prix et le niveau du PIB réel exprimé en log. D'accord? C'est quelque chose que j'avais déjà un peu mentionné la dernière fois, mais pensez au fond que P et Y ici sont exprimés en log. La deuxième note utile, c'est de connaître, au fond, c'est de savoir une propriété particulière des logs, qui est que quand on fait le log la différence entre le log de deux variables, d'accord, ce qu'on obtient, c'est un taux de changement ou un taux de différence en pourcent. Donc, par exemple, si on a la variable x, qu'on fait le log de xt moins le log de x mais à la période précédente, xt moins 1, ça donne en gros le taux de croissance de x entre ces deux périodes-là. Okay? C'est approximatif, mais pour nos besoins ici, ça va être tout ce dont on a besoin. Donc maintenant, ce que ça veut dire, c'est que je peux reprendre l'équation que j'avais sur la diapo précédente et en réalisant que P est en log, je peux dire que PT moins PT moins 1, au fond, c'est quoi? C'est tout simplement le taux de croissance dans les prix qui est le taux d'inflation. De l'autre côté du signe égal, j'ai le taux d'inflation anticipé, PTE moins PT moins 1. Et finalement, totalement à droite, j'ai la différence entre le log du PIB réel et le log du PIB potentiel. Et ça, c'est vraiment, au fond, l'écart de production en pourcent, qu'on a dénoté par Y-gap, l'output gap. Okay? Donc là, déjà, j'ai quelque chose qui ressemble pas mal qui commence à ressembler, au fond, à une courbe de Phillips, parce que j'ai l'inflation du côté gauche. Et à droite, j'ai une mesure de la situation économique réelle. La différence par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on a un rôle pour les inflations, pour les anticipations, pour l'inflation anticipée. Le dernier élément, la dernière étape, au fond, dont on a besoin pour cette analyse, c'est ce qu'on appelle la loi d'Okun. Okun était un économiste suédois qui a étudié la relation entre différentes variables réelles, au fond, cycliques. Okay? Et entre autres, une façon d'interpréter la loi d'Okun, c'est qu'il existe un lien statistique empirique qu'on observe dans les données, relativement stable, entre le taux de chômage cyclique, au fond, je devrais dire plus précisément, et l'écart de production. Okay? Donc, à gauche, on a l'écart de production. À droite, on a le taux de chômage cyclique. Et ce que ça nous dit, au fond, c'est qu'il y a une relation qui est modulée par le coefficient bêta. Il y a une relation entre ce qui se passe avec le taux de chômage et ce qui se passe avec l'écart de production. Pourquoi c'est utile? Parce qu'au fond, je peux prendre cette équation. À gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment juste Y-gap, Y-gap. Je peux prendre cette équation et remplacer l'écart de production tout en haut par une fonction du taux de chômage. C'est-à-dire, je peux obtenir ce qu'on appelle la courbe de Phillips augmentée des anticipations, où à gauche, j'ai toujours mon taux d'inflation, à droite, j'ai mon taux d'inflation anticipé, et j'ai une relation, cette fois-ci, donc négative, j'ai un rôle négatif du taux de chômage qui vient avoir un impact sur l'inflation. C'est bon? Maintenant,
il y a quelque chose d'important ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut prendre le pi TE à droite, l'amener à gauche, et j'obtiens donc mon équation en haut. Et ça nous amène donc une courbe de Phillips, comme on a dit, ce qu'on appelle la courbe de Phillips augmentée des anticipations. Mais il y a une distinction importante entre cette courbe de Phillips et la courbe de Phillips qu'on a vue plus tôt. Okay? Cette courbe de Phillips ici nous dit qu'il existe une relation négative entre l'inflation, mais c'est l'inflation non anticipée ou la surprise dans l'inflation et le taux de chômage cyclique. C'est quoi la surprise dans l'inflation? Ben, au fond, pi-t, c'est l'inflation réalisée. Pi-t-e, vous pouvez penser comme un peu une inflation à laquelle on s'attendait. Et la différence entre les deux, c'est l'inflation surprise ou non anticipée. Et il y a donc une relation négative entre ça et le taux de chômage cyclique. D'accord? Ce qu'on va voir dans un instant, et ça c'est une relation très très importante de cette analyse, c'est que même s'il peut y avoir une relation à court terme entre taux de chômage et inflation, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien direct de long terme entre ces deux variables. Donc, à quoi ça ressemble graphiquement? Donc, passons un peu de temps à étudier la courbe de Phillips dans un contexte graphique. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le même type de graphique qu'on avait plus tôt, qu'on appelle le graphique de la courbe de Phillips, où j'ai le taux de chômage sur l'axe des X et le taux d'inflation sur l'axe des Y. Okay? J'ai une courbe donc avec une pente négative. Pourquoi? Ben, c'est ma courbe de Phillips, hein, qu'on le sait. Toute autre chose étant égale par ailleurs, comme on le voit dans l'équation du haut. Un taux de chômage plus élevé entraîne ou est associé à un taux d'inflation plus faible. OK? Première question, avant d'analyser qu'est-ce qui se passe à la suite de choc. La première question est la suivante. Si le taux de chômage est égal au taux de chômage naturel, à quoi doit être égal le taux d'inflation? Ou en d'autres mots, à quel niveau d'inflation la courbe de Phillips doit-elle couper la courbe verticale du taux de chômage naturel? La première chose qu'il nous faut faire pour comprendre, pour répondre à cette question, c'est de se rappeler que la position de la courbe de Phillips dans l'espace est déterminée par le taux d'inflation anticipé. D'accord? Donc, par exemple, toute autre chose étant égale par ailleurs, pour un taux de chômage donné, si on s'attend à de l'inflation plus élevée, donc si pi-TE est plus élevé, ben ça veut dire que pi-T va être plus élevé. Et donc, la courbe de Phillips serait à une position plus haute dans le graphique. OK? Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe si UT est égal à UN. Ben dans ce cas-là, dans l'équation, le deuxième terme est égal à 0. Le deuxième terme à droite est égal à 0. Donc, tout ce qu'on a, tout ce qui demeure, c'est que pi-T doit être égal à pi-TE. En d'autres mots, la courbe de Phillips doit couper la courbe de UN, du taux de chômage naturel, exactement au taux d'inflation anticipé, qui dans cet exemple est égal à 5%. OK? Pas très important. Maintenant, deuxième partie. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des changements dans le taux de chômage? Bon, on le voit déjà ici. S'il y a une baisse du taux de chômage, la courbe de Phillips nous dit que le taux d'inflation va augmenter. Au contraire, si un choc amène une hausse du taux de chômage, donc par exemple une récession, on s'attend à ce que le taux d'inflation baisse. Il ne devrait y avoir rien de surprenant là-dedans. Ça, c'est exactement ce qu'on avait étudié tout à l'heure, et ce qu'on a étudié même au dernier cours. Ce sont des réactions standards à des chocs de demande. D'accord? Donc, dans nos modèles économiques de court terme qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant, un choc de demande positif amène une hausse de l'output, une baisse du chômage, et amène une poussée des prix. D'accord? Au contraire, un choc de demande négatif amène une récession, un taux de chômage qui augmente, et donc le taux d'inflation va plutôt, baisser. Remarquez que dans le deuxième point ici, là, en orange, je suis désolé, il y a une erreur. Ça devrait plutôt UT est plus grand que UN. Désolé pour ce typo. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se poser la question de c'est bien beau. Donc, imaginons qu'il y a un choc de demande positif, hein, on sait qu'on va se déplacer le long de la courbe de Phillips. Okay? Le choc de demande positif va donc amener une baisse du taux de chômage et une hausse du taux d'inflation. Là, la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui se passe après ça, au fond? Est-ce qu'on va rester à, justement, un niveau de taux de chômage plus faible et un taux d'inflation plus élevé? Qui était vraiment, si vous vous rappelez la discussion de tout à l'heure, qui était vraiment, au fond, la façon dont les économistes pensaient dans les années 50 et 60. Donc, ils voyaient, au fond, cette espèce de menu, cette espèce de compromis qui disait, regarde, je peux avoir un taux de chômage plus faible,
ça va venir avec le coût d'un taux d'inflation plus élevé, mais si je suis capable de l'accepter, ben, pas de problème. Mais là, tout d'un coup, on a une courbe de fixe un peu différente. Et entre autres, on a des anticipations d'inflation. Donc, imaginez que le taux d'inflation maintenant est plus à 5%, mais par exemple, je ne sais pas moi, à 6-7% à la suite de ce choc de demande positif. Est-ce que les anticipations d'inflation vont toujours demeurer à 5%? Probablement pas. Il y a un moment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un moment où les agents économiques se disent « Wow, on n'est plus dans un monde d'inflation de 5%. On a plutôt maintenant un taux d'inflation de 6-7%. Donc, je vais ajuster mes anticipations pour le futur. Donc, les entreprises vont se dire « Bon, ben maintenant, je vais augmenter mes prix à chaque année d'environ, je ne sais pas moi, 7%. » Donc, ce que ça veut dire, c'est que les anticipations d'inflation augmentent. Et qu'est-ce qui se passe quand les anticipations d'inflation augmentent? Ben, rappelez-vous que la position de la courbe de Phillips est une fonction des anticipations d'inflation. Donc, si PE augmente, qu'est-ce qui va se passer avec la courbe de Phillips? Ben, elle va se déplacer vers le haut. Et qu'est-ce qui va se passer éventuellement? Au fond, on va avoir maintenant l'économie qui va, on le sait, on l'a déjà dit, au fond, l'économie va petit à petit revenir vers son potentiel, donc revenir vers son taux de chômage naturel. Mais avec ça, ce qu'on va avoir, c'est un nouveau niveau d'inflation qui va être de manière, au fond, permanente, si vous voulez, plus élevé. On va donc partir d'une situation où on était sur notre tendance de long terme, taux de chômage et taux d'inflation 5%, revenir éventuellement un jour sur notre tendance de long terme, mais cette fois-ci avec un taux d'inflation plus élevé. Et ce qui est crucial ici, c'est le déplacement de la courbe de Phillips qui est dû au fait que les anticipations d'inflation changent. Okay? Ce que ça veut dire, au fond, c'est que si à court terme, il peut exister un compromis, d'accord, une relation négative entre taux de chômage et taux d'inflation, à long terme, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à long terme, l'économie revient toujours vers son potentiel, revient toujours vers sa tendance de long terme, et n'importe quel taux d'inflation peut être associé avec justement cet équilibre de long terme. D'accord? Donc, il n'y a pas de lien à long terme entre taux de chômage et inflation. Donc, si on revient à nos données, on peut penser par exemple aux années 60 comme étant une période où le taux de chômage naturel et les anticipations d'inflation étaient relativement constantes. Donc, quand les anticipations d'inflation sont constantes, ça veut dire qu'au fond, notre courbe de Phillips ne bouge pas, d'accord? Elle est solide, elle est stable, et on se déplace le long de la courbe de Phillips, donnant donc cette relation très clairement négative entre taux de chômage et taux d'inflation qu'on a vu dans les données. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Par exemple, à la suite des chocs pétroliers des années 70, ben, les anticipations d'inflation augmentent. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans un monde où l'inflation est plus élevée, les agents économiques ajustent leurs attentes, et donc, ce que ça fait, c'est que notre courbe de Phillips se déplace vers le haut. D'accord? Une autre façon de l'écrire, au fond, c'est de se dire que l'inflation, maintenant, va être plus élevée, OK, pour un taux de chômage donné. Pourquoi? Parce que les anticipations augmentent. Donc, ce que vous avez dans ce graphique, c'est la différence entre PIT et PITE. D'accord? C'est ce que vous avez sur l'axe des Y. Et donc, la différence entre PIT et PITE, il y a encore une relation entre ça et le taux de chômage que vous avez sur l'axe des X. Donc, on peut, au fond, comprendre pourquoi la courbe de Phillips a évolué comme elle a évolué dans le temps, en s'attardant donc au rôle des attentes. Maintenant, la courbe de Phillips demeure un sujet de débat presque constant en macroéconomie. C'est un débat d'ailleurs qui fait rage encore plus depuis quelques années, entre autres depuis la grande récession, mais même un peu avant ça. Pourquoi? Regardez le graphique ici et remarquez, concentrez-vous pour un instant sur la partie 2012 jusqu'à aujourd'hui. En bleu, vous avez donc l'évolution du taux de chômage aux États-Unis. Est-ce que vous remarquez, c'est une baisse monumentale du taux de chômage. On est passé d'environ 10% durant cette période jusqu'à 3,5%. Pourtant, ce qu'on observe, c'est que le taux d'inflation, même s'il s'est remis en 2011 du choc négatif de la grande récession, par la suite, à partir de 2012, on voit très peu de mouvement dans le taux d'inflation. C'est-à-dire que même si le taux de chômage baisse, le taux d'inflation, lui, demeure relativement constant. Et c'est assez surprenant parce que durant cette période, on n'a pas non plus de changement important dans l'inflation anticipée. Okay? Donc, c'est un grand sujet de débat. Certains disent, au fond, on
pas besoin nécessairement de le dire, on peut juste le voir dans les données. Ce qu'on observe dans les données, c'est qu'au fond, la courbe de Phillips, la pente de la courbe de Phillips s'est affaiblie, ou d'une autre façon de dire ça, c'est la courbe de Phillips s'est aplatie. On le voit ici, on a encore taux de chômage donc sur l'axe des X et le taux d'inflation sur l'axe des Y. On observe qu'entre 2000 et 2009, déjà, honnêtement, la relation n'est pas super géniale. Okay? Chaque point est un mois ici. Mais il y a quand même une pente négative pour cette courbe de Phillips. Par contre, depuis 2010, la courbe de Phillips est en gros plate. On ne voit pas de relation systématique entre taux de chômage et taux d'inflation, même si on sait que durant cette période, les anticipations d'inflation n'ont pas beaucoup changé. Donc, la courbe de Phillips demeure encore aujourd'hui un gros sujet de débat. Merci.